D'accord. C'est Donc, parti. cordial bonjour tout le monde. C'est peut-être le premier séminaire réciprocité de l'année 2026. Donc, je vous souhaite un très bon début d'année. On va dire que c'est encore approprié. Une grosse année pour notre réseau s'amorce avec un processus de renouvellement qui va nous permettre de faire le bilan sur nos activités et puis aussi d'imaginer des nouvelles activités, des nouveaux projets, nouveaux objectifs. Vous avez peut-être vu un questionnaire circuler de la part de Maude Laflamme, qui est coordonnatrice du réseau pendant le congé de Valérie Grandmaison. Et c'est justement cet effet pour recueillir des idées, vous donner la chance de nourrir le processus de renouvellement. Donc, grosse année pour notre réseau, grosse année aussi pour la série de séminaires Réciprocité qui se continue. Et cette année académique, la série de séminaires porte sur les méthodologies de co-création. Donc, ça nous permet d'entendre des conférenciers, des conférencières avec différentes pratiques, différentes expertises, de différents milieux aussi, qui nous amènent partout. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est un domaine vraiment intéressant, interpellant, dont on aimerait avoir beaucoup plus de représentants dans le réseau. Donc, avis aux intéressés. On a besoin d'impliquer aussi les arts et les lettres dans les démarches de co-création. Et donc, ça me fait vraiment grand plaisir d'introduire la conférencière d'aujourd'hui, Catherine Mavrikakis. Je vais faire une petite lecture de sa Oh biographie. non. Catherine, tu me corriges si jamais on n'a pas la bonne version. Non, non, mais ça peut être court, hein, Eric, vraiment très court. Très court. Non, mais on veut apprendre à te connaître. Il n'y a peut-être pas tout le monde dans le réseau qui te connaît. Donc, Catherine euh, vient tout juste de prendre sa retraite comme prof et est aussi autrice. Elle est née d'une mère française et d'un père d'origine grecque qui a grandi en Algérie. Catherine a une formation en littérature comparée pour laquelle elle obtint un doctorat en 1989. Sa thèse s'intitulait Langue familière, langue étrangère, de la pureté d'une langue à sa traduction. Et cette thèse porte sur la langue, la folie, la fondation de la littérature nationale dans le corpus, notamment du romantisme allemand. Peut-être qu'il faudra faire un retour en fin de carrière. On est en Comment on écrit 89, bien on est sa loin, thèse? hein? Il y en a qui étaient pas nés, là. C'est génial. C'est ce que j'ai comme bio. Et elle a travaillé sur différents sujets, la filiation, le deuil, la maladie dans l'écriture moderne. Et elle a aussi des travaux qui portent sur la photographie dans l'autofiction. Elle s'intéresse au processus créateur, dans la théorie psychanalytique, dans le discours tenu par les écrivains. Donc, elle est très productive, autrice de plusieurs ouvrages, plusieurs œuvres. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va nous faire un petit bilan, si vous avez des questions sur ce que vous avez lu d'elle aujourd'hui, parce qu'elle est très connue. C'est peut-être un moment de, d'interagir avec elle. Mais donc, on est vraiment heureux d'être des conviés pour écouter comme toute ta sagesse euh, de prof et d'autrice aussi, Et de vieilles dames. et de sages personnes qui ont un peu plus d'années que moi derrière la cravate. Mais ça fait vraiment plaisir de t'accueillir dans la série de séminaires qui est un peu informelle parce que c'est ouvert aux membres du réseau. On cherche à apprendre à se connaître comme personne et aussi comme acteur dans différents milieux. Donc, souvent, on a des gens justement dans notre auditoire, dans notre membership, qui proviennent de milieux universitaires, collégiaux, pratiques, citoyens et pratiques et communautaires. Donc, Catherine, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci Eric. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce réseau. Je suis très honorée de pouvoir participer d'arriver à faire des liens à un monde que je connais pas nécessairement depuis longtemps. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai été peu présente dans la dernière année parce que, comme je le disais à Eric et Maud, j'ai eu un cancer dans la dernière année et je me suis un petit peu absentée de certaines activités. Mais là, grâce à
la retraite, je vais avoir plus de temps et de présence à vous offrir. Je voudrais aussi tout de suite remercier Clara Dupuis-Morancy qui travaille avec moi, qui est la coordonnatrice scientifique de tous mes groupes de recherche et qui est aussi auteur, qui vient de sortir un livre il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans Le Devoir, Désert, Désir. Donc, elle est très présente et elle va parler aujourd'hui avec moi parce que je pense que nous collaborons vraiment, Clara et moi. Nous avons collaboré aussi avec des médecins et un autre professeur, Simon Harel, je vais vous en parler. Mais notre collaboration est assez unique pour des gens en littérature. C'est-à-dire que peut-être vous avez l'habitude de travailler dans d'autres mondes, dans le communautaire ou en sciences, en groupe. En littérature, ça se passe pas comme ça. Et donc, votre modèle de collaboration est toujours très intéressant pour nous. Et nous, on a toujours envie d'en entendre parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de nos méthodologies, justement, au départ. Donc, Clara, tout à l'heure tu parleras, mais je te remercie devant tout le monde de tout ce que tu fais pour moi et pour nos recherches. Alors, au début, moi, j'étais pas du tout un professeur de quoi que ce soit. J'enseignais la littérature, disons, et j'enseignais la création. J'étais 10 ans à Concordia en littérature, en traduction et un spécialiste du 19e siècle. Et puis, comme j'avais écrit des romans, on m'a demandé d'entrer à l'Université de Montréal. Enfin, on m'a pas demandé, j'ai appliqué, j'ai demandé d'avoir un poste que j'ai eu et en recherche-création. Ce qui est très nouveau parce que nous, on a le mot création aussi d'avance dans notre... Ah non, on fait de la recherche et de la création et on croit que la recherche passe par la création et la création par la recherche. On a d'avance un diplôme qui s'appelle un doctorat en recherche-création. Donc, c'est vraiment important de le dire. C'est peut-être une spécificité de certains domaines, de pas tous les domaines. Alors, il y a quelques années, juste avant la pandémie, alors que j'étais assez contente de ce que je faisais, j'ai été appelée par un de mes collègues qui s'appelle Simon Harel et il m'a dit, il y a une collègue, une amie, quelqu'un qui connaît, qui est médecin au CHUM, qui s'appelle Marie-Chantal Fortin, et qui aimerait faire un groupe de recherche pour voir si la création littéraire aiderait peut-être ces patients greffés. Est-ce que vous pourriez offrir un groupe de recherche? Est-ce que vous pourriez offrir aussi des ateliers de co-création avec des patients greffés pour savoir, vaste question, si la littérature peut elle aussi être un soin? Hein? Alors j'étais un peu méfiante parce que je suis pas sûre que la littérature soit un soin. Et je le dis en modestie, c'est-à-dire que j'ai vu dans des textes, par exemple, un texte de Georges Champroun qui raconte comment la littérature l'a tenu dans les camps. Quand il était dans les camps, il était un prisonnier politique, il se récitait des poèmes, il essayait de reconstituer des histoires avec ses amis. Mais aussi, il y a des gens qui lisent de la littérature à la même époque, comme les nazis. Hein. Goebbels était un grand érudit de littérature, il adorait Tolstoï et il n'était pas particulièrement gentil. Et je suis pas sûre de la vraiment la force de la littérature. Je me posais des questions. Mais c'est pas mon problème, en fait. J'ai laissé le problème à Marie-Chantal Fortin, qui fait, elle, des sondages avec des données qu'elle compile. Moi, je me contente de donner les ateliers et de voir de façon très personnelle si est-ce que ça a l'air de faire du bien aux gens? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils ont envie de continuer? Et la réponse est oui. Mais je n'ai pas d'approche scientifique pour savoir si vraiment ce que je fais est intéressant ou pas. Marie-Chantal nous a dit que oui, elle voit un impact de l'écriture sur ses patients en faisant ses sondages et ses questionnaires. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que c'est important la littérature. Moi, ça m'a sauvée, moi. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous sauver, heureusement. Il y a pas seulement chacun peut trouver quelque chose, mais surtout, on s'est demandé, et là, Clara, tu peux intervenir si tu sais bien aussi, on s'est demandé si c'était pas le lien. Tout simplement le lien qu'on avait établi dans une forme, c'est-à-dire donner des ateliers, mais on crée des liens, on les poursuit ces liens à travers le temps. Finalement, il y a des greffés là qui viennent depuis 6 ans,
parce on fait ça sur Zoom, parce que la pandémie a créé ça sur Zoom et on s'attendait pas à ce que ça soit bien sur Zoom. Ça a été très, très bien sur Zoom. Donc, on s'est demandé, est-ce que c'est le lien qui fait en sorte que, et si je leur donnais un cours de philosophie ou un cours de tricot, je ne sais, est-ce que ça serait la même chose? Peut-être pas exactement. Puis, je suis meilleure littéraire que tricoteuse. Mais je pense que, malgré tout, je tiens à dire que nous ne savons pas de quoi est fait le bien-être et le soin que nous apportons à des gens. Et eux, ils viendraient, et ça aurait été intéressant, hein, peut-être si vous un jour vous voulez voir, et on a des patients qui sont là depuis fort longtemps, eux, ils disent, ils y tiennent, et on reste là à les donner, parce qu'au début, on avait une chaire, et maintenant, on continue à le faire un peu comme ça, juste parce qu'on a envie. Mais je viens en toute modestie vous dire, je ne sais pas de quoi c'est fait ce lien-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que nous travaillons en co-création. C'est que nous les faisons écrire, nous les lisons, nous avons un atelier où tout le monde discute des textes. Et après ça, ils peuvent changer les textes, ne pas les changer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un rapport à... euh, c'est pas seulement j'écris, c'est pas seulement je me vide le cœur, c'est je suis en train de partager un texte et essayer d'améliorer une forme. Il y a une forme qu'on est en train de construire tous ensemble et il faut beaucoup d'humilité de la part des patients pour se dire, ben oui, quelqu'un pense que là c'est pas bien, quelqu'un pense que là je pourrais aller plus loin, mais on pense à améliorer une forme ensemble. On fait des formes ensemble. On passe de l'informe qui est leur sentiment, l'informe sur lequel Clara a beaucoup travaillé. On passe de l'informe qui est leur sentiment premier à une forme. Bon. Alors, je vais aussi vous dire quelque chose d'important sur nos ateliers. Il existe beaucoup d'ateliers de médecine narrative ou de récits de soi où les patients parlent au je, toujours, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sentent. C'était pas notre approche. Notre approche, parce que nous ne sommes pas des psychologues au départ, nous n'avons pas les moyens, nous n'avions pas de gens en psychologie avec nous dans les ateliers. On a privilégié l'imagination. Ils avaient le droit, bien sûr, d'écrire sur eux, mais on leur proposait, parce on leur fait toujours lire des petits textes de quelqu'un d'important ou d'écrivain et d'écrivaine, un petit texte de rien pour les aider à partir leurs idées. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement qu'ils s'expriment sur leurs émotions à eux. On veut leur proposer des thèmes dans lesquels ils vont pouvoir entrer, soit de façon très personnelle. Il y en a qui vont raconter toujours leur maladie, leur guérison, leur cure. Mais il y en a qui vont raconter complètement autre chose. Pour nous, c'était très important de penser avant tout à une forme plutôt qu'à un témoignage. Nous ne sommes pas un lieu de témoignage parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires toujours pour pouvoir, quand on amène les gens dans des témoignages, il y a des risques aussi qui sont psychologiques. Je vais dire aussi, malgré tout, par exemple, si je demande à quelqu'un de raconter un rêve, parce que je leur ai montré un modèle de rêve malgré tout, il y a des possibilités de se sentir pas très bien, hein, d'aller mal, de revivifier des traumatismes ou des moments désagréables. Là, on a une façon de faire aussi, on travaille, on est une équipe. On est toujours au moins 5 ou 6 personnes, peut-être autant que les gens de l'atelier. On a nos étudiants aussi qu'on forme à devenir des donneurs d'ateliers. On est toute une équipe pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait pas bien, etc. On est toujours en train de réfléchir à est-ce que nous pouvons, disons, amener des problèmes aussi. Je crois pas qu'on les fait, mais on s'est posé énormément de questions parce que l'écriture est quand même liée à des choses psychologiques. C'est pas, on leur demande pas de faire du métadiscours ou de tenir un discours de maîtrise. Des fois, ils vont se laisser libres. Mais ce qui compte pour nous, c'est la question de la forme, c'est la question d'arriver à créer quelque chose
qui leur appartient, mais qui va aussi être pénétré par la voix des autres. Hein, c'est trouver sa voix à travers l'écho de la voix des autres. Et un mot qui a été très important pour nous dès le départ, c'est le mot accompagnement. On a eu l'impression qu'on accompagnait des gens. Alors, on a eu un colloque sur l'accompagnant il y a quelques temps. Il y a des gens qui nous ont dit c'est horrible comme mot, le mot accompagnement. Vous mettez les gens dans des positions d'infériorité, etc. Moi, ce mot accompagnement, il reste important pour moi. D'abord, il y a le mot compagnie dedans et être en compagnie de quelqu'un. Mais pour nous, c'est un mot qui vient, alors moi, qui vient carrément de ma lecture de textes sur le deuil. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes sur le deuil qui parlent de l'accompagnement. Il y a un texte d'un Français qui s'appelle René de Sécati, un écrivain qui s'appelle L'accompagnement, qui accompagne les gens vers la mort. C'est la mort de gens qui avaient le sida à l'époque, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les textes du sida. Et pour moi, on accompagne les gens vers quelque chose. Alors, c'est pas du tout la mort, c'est plus vers la possibilité de, de trouver une forme pour dire quelque chose, mais néanmoins, on les accompagne. Donc, la co-création, pour nous, je crois que c'est un travail comment dire, euh, de mise en forme de quelque chose où la vulnérabilité de l'autre est importante. Je vais le dire d'une façon un petit peu... nous ne sommes pas égaux dans l'atelier. C'est-à-dire que nous en savons plus, Clara et moi, sur la forme que les patients. Les patients en savent beaucoup plus sur la maladie. Les patients en savent beaucoup plus sur plein de choses. Ils viennent de milieux différents, très intéressants. Mais dans l'atelier, notre accompagnement, notre co-création a toujours été, puis c'est difficile à expliquer, mais un petit peu dans un rapport non pas autoritaire, mais dans un rapport d'autorité. Nous pensons quand même qu'il y a il y a une façon de guider les gens. Et je le dis parce que euh, nous tenons compte de leur vulnérabilité, mais nous plaçons un petit peu des fois à part ou un peu plus loin qu'eux. Euh, bon, je le dis parce que c'est très important dans la co-création. On a l'impression que euh, la solution éthique serait une égalité de toutes parts. Alors, pas pour nous, parce que malgré tout, il y a des vulnérabilités qu'il faut surveiller. Il fallait essayer de voir ce qui se passait et il fallait aussi essayer de voir comment ça pouvait se passer. Et la question de la différence dans le problème de la co-création s'est posée. Bon, elle se pose parce que j'ai dirigé énormément d'étudiants dans ma carrière et moi, on dit qu'on suit les étudiants, mais des fois, on les précède. Hein? Il faut parfois les précéder avant de les suivre. Des fois, on change de place. On les précède un petit peu, puis oups, on va derrière eux. Puis hein, c'est tout un mouvement. Mais je dis ça parce que euh, c'est vraiment important pour moi de se dire qu'il y a quand même une éthique à ne pas toujours se mettre au même niveau que les autres dans la co-création. Et on l'a vraiment expérimenté d'une drôle de façon. Je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait une demande de subvention, Clara et moi, sur les liens, sur les liens entre la littérature et la médecine dans la question du soin. Et bon, on s'est vite aperçu que la littérature pouvait pas être autre chose que subordonnée à la médecine. C'est-à-dire que malgré tout, c'est la médecine qui a l'autorité. Il faut que les gens, c'est le but de tout ça, c'est quand même que les gens aillent bien. Vous allez trouver peut-être que pour vous c'est une évidence. Pour moi, ça l'était absolument pas. Nous, on est en littérature, on s'en fout si les gens vont bien. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça notre but. Mais nous, il a fallu aussi qu'on se soumette à l'autorité médicale, se dire, ben, j'aime pas ça que la littérature, ça soit après la médecine. Tu sais, franchement, c'est un problème d'ego, là. J'ai envie que la médecine, ça soit après la littérature. Mais non. Parce que malgré tout, c'est le bien
d'être des gens, c'est le bien-être, bon, qui peut être très subjectif, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que dans la co-création, il faut jamais oublier l'idée d'une impossibilité d'être sur un pied d'égalité. Et ça, c'est vraiment important et c'est très difficile à penser. Puis il y a des moments où dans l'atelier, les médecins viennent pas. Les médecins viennent pas dans nos ateliers. Je pense qu'ils ont peur un petit peu, mais aussi c'est nous qui dirigeons les ateliers. Mais après ça, c'est quand même eux qui disent si nos ateliers étaient intéressants parce que c'est eux qui vont avoir le retour. Vous voyez, je veux juste pour nous, même s'il y a une formation mutuelle, et je pense qu'il y a une formation mutuelle très importante entre la littérature et la médecine, Marie-Chantal Fortin, qui est néphrologue, a fait une demande. Elle a dit qu'elle espérait pouvoir reconfigurer, c'était sa demande de subvention, reconfigurer le savoir médical euh, à, à, à l'aune de la littérature. Oui, mais la littérature est très secondaire et il faut l'accepter. C'est ça que je le dis vraiment. Et c'est comme c'est comme une blessure narcissique pour nous, là. Mais il faut le savoir parce que, et c'est comme les patients. Ben, dans le contexte on co-crée, mais je leur dis, des fois, je leur ai dit au tout début parce qu'ils comprenaient pas, j'ai dit, je vous manipule un petit peu quand même pour que vous puissiez arriver à un but, mais je vous dis que je vous manipule pour que vous arriviez au but. On n'est pas juste on essaye de travailler ensemble tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui en sait plus quant au but à atteindre. Alors, et j'ai fini là-dessus. Le grand problème, là où notre savoir est plus grand, et je vais le dire comme ça, c'est que nous, notre travail, c'est un travail, et puis c'est un terme qu'on utilise beaucoup en littérature, c'est un travail de défamiliarisation. C'est-à-dire que si vous demandez à des gens qui sont malades de parler de leur maladie, ils vont sortir pour des littéraires, un certain nombre de phrases ou de clichés qui sont des stéréotypes et tout le monde va dire les mêmes phrases. Et vous avez le topos de la victoire, du combat, de je vais aller mieux, ça va aller. Bon, on a eu ça aussi pendant la pandémie, hein, ça va aller, ça va bien aller. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment des espèces de topos. Puis, je vais vous dire, la littérature, elle a du mal avec ça parce que c'est plus c'est pas très littéraire, à moins qu'il y ait une collection de clichés, puis là, ça devient un texte un peu étonnant parce qu'il y a tellement de clichés que ça nous étonne. Mais nous, on a envie de défamiliariser, de trouver des mots qui sortent des stéréotypes, de dire aussi des choses qu'on n'a pas dit et ce dont se sont aperçus les patients, c'est que très souvent, ils disaient des choses pour plaire à la médecine, pour plaire au discours victorieux que propose la médecine, et elle a raison de le faire, hein? Et je dis ça, je viens de dire que la médecine, je suis subordonnée, mais là, c'est ma petite période de révolte, d'accord? Alors, comme littéraire, quand même, je suis un peu révoltée, et je leur dis, il faut que vous trouviez des mots qui vont dire, et que moi, j'ai pas déjà entendu. Ah, c'est pas juste de la nouveauté, mais il faut trouver une façon de dire, une forme qui fait que c'est pas je vais aller mieux demain, on va trouver les moyens, combattons, allons-y. Non, bien sûr, ça peut exister, mais c'est essayer de trouver un travail sur le langage qui va leur permettre de dire les choses autrement, hors des stéréotypes sociaux dans lesquels on est pris tous les jours. C'est un peu ça, la littérature, c'est défamiliariser. Je suis tout à fait pour le discours publicitaire et de combat, mais c'est pas ça. Et c'est là qu'on les aide. C'est là où on en sait un peu plus qu'eux. C'est là où on est dans la co-création, c'est-à-dire les aider à trouver une voie en eux qui n'est pas nécessairement la voie sociale. C'est sûr qu'on est obligé de trouver cette voie sociale. Je vais aller mieux, j'espère aller mieux, mon médecin est bon, voilà. Mais il y a quelque chose qu'on essaye qui est une voie autre, qui peut être aussi parfois, et c'est là qu'il faut faire attention, la voie du désespoir. Parce qu'il y a des fois la voie du désespoir dans la littérature. Hein. La littérature, c'est pas très joyeux. Donc, genre, c'est un peu ça dont il est question. C'est la co-création comme expérience où il y a un certain déséquilibre au niveau de l'autorité et la co-création comme, comment dire, moyen
démarche pour arriver à une autre langue que celle à laquelle on est habitué. Et c'est juste par l'écriture qu'on peut le faire parce que dans la vie, c'est bien de dire des clichés, tout le monde va se comprendre si on se dit des clichés, hein? Mais si on fait un poème, ce qu'on aime, c'est justement, ah, j'ai pas vu comme ça, mais quand on lit un poème, on dit, mais c'était justement ce que je chantais, hein? C'est justement, j'ai pas les mots, mais quelqu'un les a pour moi. Puis c'est un peu ça qu'on voulait faire. Voilà, Clara, je pense que j'ai résumé un peu ce qu'on a fait. Donc, je te laisse finir notre propos commun. Merci, merci Catherine. J'ajouterais juste une chose pour faire le lien, parce que je ne veux pas l'oublier de le dire. Je pense que la question aussi qui est une question large, là, de ce savoir-là, puis de la question de l'autorité, de quelle place on peut occuper dans des groupes de co-création comme ça, où il y a une vulnérabilité qui est importante, c'est qu'il faut quelqu'un, et justement, dans notre cas, c'est pas juste une personne, on se partage ça aussi, Catherine et moi, mais il faut au moins quelqu'un pour pouvoir recevoir aussi des affects ou des questions ou des problématiques, parce que des fois, ça revient à la question de est-ce que la littérature nous fait du bien? Il y a des fois des textes qui sont durs à recevoir. Pas seulement les textes des autres, mais des textes qu'on fait lire. Il y a des textes qui, pour nous, on est un peu désensibilisés dans un sens comme littéraire parce qu'on n'est pas toujours... Il y a des textes qui nous impressionnent, mais on recherche, on est comme des addicts, on recherche à être choqués ou défamiliarisés justement par la littérature, mais des fois on voit pas venir, mais il y a des gens qui peuvent être très déstabilisés par certains textes, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir, que les participants puissent aller à quelqu'un pour dire « ça m'a vraiment déstabilisé, pouvez-vous recevoir cet affect-là ». Donc, je voulais juste pour pas l'oublier, parce que Clara, je vais juste ouais, me permettre, puis je me bien tais sûr. après. Tu sais que c'est dur de me faire taire. Mais je pense que c'est très étonnant parce que des fois même, on a fait, Clara va raconter, on a fait quelque chose avec des patients, c'est pas des patientes, c'est des mères qui ont endeuillées au phare. Et on n'osait pas leur montrer un poème. On a fait des ateliers avec les mères endeuillées qui ont perdu des enfants au phare. Et on n'osait pas leur montrer un poème de Victor Hugo très connu qui s'appelle Demain dès l'aube, où Victor Hugo a perdu sa fille. Il parle à sa fille qui est morte. On n'osait pas. Puis finalement, c'est le poème qui a le mieux marché. Ce qui est bizarre. On se disait c'est trop proche, ils vont souffrir, ça va être dur. Vous voyez ce que je veux dire? Puis finalement, c'est ce qui a le mieux marché. Puis, parce qu'ils ont dit, ben, je savais pas, Victor Hugo, ça n'est pas littéraire, mais Victor Hugo, ils ont entendu parler de ce nom-là. Victor Hugo a écrit là-dessus, oh mon Dieu. C'est très étonnant, hein. Moi, j'ai été étonnée parce que je marchais sur des œufs. Et je me suis dit, non, finalement, alors on sait jamais non plus qui va venir toucher dans un sens choqué, mais aussi réconforté. Ça, on le sait même pas, ce qui vient réconforter dans le fond. Absolument. Puis c'est d'où toute l'importance dans notre travail. Puis je pense que ça rejoint ce que vous faites aussi, parce que ça rejoint toute question de travail en recherche-création sur le terrain, aussi avec différentes personnes qui ne sont pas forcément à l'université. C'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter, il faut se réinventer, il faut redéfinir notre travail avec les gens avec qui on travaille. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai le partage, je voulais juste vous montrer rapidement, c'est pas que je tenais à avoir un soutien visuel, là, mais je voulais juste vous montrer, je pense que ça va aller, vous voyez mon écran, hein? Parfait. Oui. Je voulais juste vous montrer, donc ça c'est le site de notre atelier, c'est parce que je voulais vous montrer comment ça fait partie des termes justement de la co-création, c'est que donc on fait nos ateliers, puis après ça donc on appelle ça des chantiers. Ça c'était juste pour vous voyez, parce qu'il y a aussi des ateliers qui se sont faits au Cégep. Donc ici, une fois qu'on fait les ateliers, on les publie sur notre site. Donc c'est juste parce que ça fait partie de l'idée de faire des formes ensemble, c'est aussi que les gens puissent voir leur texte, le partager avec d'autres. Bon, donc ça, c'est
Je voulais vous donner un exemple très concret d'atelier, juste pour vous montrer un peu comment on travaille. Ça, c'est les différents ateliers. On a fait, par exemple, je vais peut-être vous montrer brièvement un atelier sur les figures de l'aide. C'est juste pour vous montrer comment ça peut prendre les sujets un peu de biais, dans l'idée pour dépasser la question du témoignage puis de l'expression de soi. Des fois, on prend des figures un peu comme ça. On avait fait un atelier l'année passée, Catherine et moi, sur les figures de l'aide, la question de l'aidance, puis on les invitait à considérer des figures d'aide qui sont pas forcément celles auxquelles on pense tout de suite, mais ça peut être un objet, ça peut être un inconnu, ça peut être des gens. Donc, on avait exploré différentes figures. L'exemple que je voulais vous montrer, c'était un atelier qu'on a fait sur le nom. Sur qu'est-ce que c'est d'être nommé, se nommer, mais aussi qu'est-ce que c'est de se faire coller un nom, voire insulter. C'est-à-dire, c'était un atelier qui était sur l'injure, finalement, parce que c'était comme, est-ce qu'on peut, quand on reçoit un nom, quand on reçoit un terme, est-ce qu'on peut le renverser puis en faire autre chose? Parce que, et cet atelier-là était venu du fait que dans nos discussions avec les participants, il y avait des gens qui nous avaient dit, au début, on les appelle les patients, des ateliers avec des patients, parce que le travail s'était inscrit dans ce lien avec les médecins et la structure d'atelier était partie justement de l'accès était par l'hôpital finalement. Et c'est comme ça qu'on les connaissait. Puis après plusieurs années, quand on a commencé à mieux les connaître, ils nous ont dit, il y en a qui nous ont dit, écoutez, nous, on n'est pas à l'aise avec le mot patient parce que ça nous ramène à notre condition médicale et aussi il y en a qui se considèrent plus comme des patients. Il y a des gens qui sont en suivi, mais il y a des gens aussi, bon. Et puis ils nous ont dit quelque chose par rapport à la place qu'ils voulaient prendre aussi dans le groupe. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un atelier sur le nom, justement, puis on va essayer de réfléchir avec eux, puis ça a éveillé toutes sortes de discussions sur... il y a des gens qui disaient, ben moi, en fait, moi, j'aime ça, qu'on garde le mot patient. Il y en a qui disaient, ça ne me pose pas problème, mais il y a eu toute une discussion sur le rapport qu'il et elle avaient à ce nom de patient. Puis qu'est-ce que ça pouvait être d'autre, comment est-ce qu'on pouvait s'imaginer, comment est-ce qu'on pouvait se nommer comme groupe aussi, qu'est-ce que c'était ce groupe de co-création. Donc, je vous donne ça comme exemple parce que ça fait partie du travail qu'on peut appeler de co-création, de co-construction, peu importe comment on le nomme, de renégocier puis de s'interroger ensemble sur les termes de la co-création. Donc, les termes dans les deux sens, c'est-à-dire les termes, les mots par lesquels on nomme ce qu'on fait, par lesquels on s'envisage comme groupe, mais aussi les termes dans le sens les termes de l'entente, le pacte de co-création, qui est toujours finalement à renégocier. Parce que c'est pas un contrat qui est fixé au début, parce que la recherche-création, c'est ça aussi, ça implique une adaptation, puis il y a quelque chose d'imprévu aussi il faut une flexibilité, disons, à ce qui va surgir, qu'on n'avait pas prévu. Puis il faut faire de la place dans notre méthodologie, justement, à cette flexibilité-là qui peut amener vraiment une interrogation puis une redéfinition des termes de la co-création. Donc, autant en termes de mots et de pacte. Donc, d'être capable de renégocier le pacte, finalement. Donc, je vous montre rapidement, quand on a les textes. Par exemple, une patiente, bon, je dis une patiente, mais bon, Colette Bérubé qui avait fait un texte qui s'appelait « Mets-toi » sur la question de la cirrhose, hein, comme elle dit, ce mot maudit qui va lui coller à la peau pour tous les jours à venir. Puis là, la question de cirrhose, qui était un diagnostic, évoquait un autre mot qui était celui de tuberculose, c'était l'idée de la honte qui collait au mot. Donc là, ça évoquait le mot de tuberculose dans son histoire familiale. Donc là, c'était comme si, par le travail sur le mot, sur le nom,
ça permettait de sortir de la situation actuelle puis faire apparaître des souvenirs, faire apparaître une espèce de profondeur du temps. Fait que nous, on travaille aussi beaucoup avec, quand on travaille sur les textes, sur les associations, de leur faire ce que Catherine disait sur la défamiliarisation, de les sortir d'un discours déjà préfabriqué, c'est de créer d'autres associations aussi, qu'ils ne se permettraient pas de faire en contexte social ou de convention. Là, c'est comme créer des associations, des fois qui sont étonnantes, des fois qui sont troublantes, inconfortables. Puis là, ben, les associations, des fois, ça se fait dans... je vais arrêter le partage. Des fois, ça se fait dans le partage des textes avec les autres parce que il faut accepter que c'est ça aussi, faire l'épreuve... Dans notre travail vraiment d'écriture, ce qu'on vit dans la co-création, c'est faire l'épreuve de l'autre, finalement. C'est de dire, ben moi, j'ai mon texte, je l'ai pensé comme ça, puis il y a quelqu'un qui va le recevoir autrement, y compris de façon que j'ai pas prévue, puis d'une façon que j'avais pas imaginée. Et là, comment, parce qu'on les fait toujours retravailler avant de les publier, c'est de dire, ben comment est-ce que ce que ça va avoir suscité chez l'autre, ça va me faire retravailler le texte aussi, d'une façon que j'avais pas prévue. Donc voilà, Catherine a mentionné le phare. Je voulais juste dire un mot aussi de cette expérience-là, parce qu'on pourra en parler après. Pour moi, c'était comme une expérience, parce que moi, je suis arrivée après la création de l'Organon puis des premiers ateliers. Je suis arrivée il y a 3 ans et demi. Donc là, avec le phare, j'ai comme vécu ce que c'était de mettre en place ce travail-là. Et donc, le phare Enfants Famille, c'est un organisme que vous connaissez, je vois certains, de soins palliatifs pour enfants. Et là, ils sont en train de créer un centre, ce qu'ils appellent un centre d'accompagnement du deuil, où ils veulent offrir différents services d'accompagnement comme ça pour les parents, puis de l'élargir à plus de gens. Donc, ils sont dans le processus de réfléchir à ça. Et Catherine et moi, on a pris part à un processus pour les aider à trouver le nom qu'ils souhaitaient, puis essayer de définir un peu de traduire leur vision dans des termes qui pourraient comme ça diffuser. Puis, ce qui a été très intéressant, et c'est encore en cours, on a fait seulement une session ensemble, c'est que ça, c'était vraiment l'expérience de redéfinir justement à chaque fois, avec chaque groupe avec qui on travaille dans les conditions particulières, de redéfinir le travail qu'on fait. Parce que Catherine a parlé de l'exemple de Victor Hugo. Nous, on était arrivés avec notre approche développée avec les personnes greffées, on essaie toujours de prendre de billets pour travailler plus l'imaginaire, travailler la forme. Et puis là, ce qu'elles nous ont dit, c'est, en fait, parce qu'on a fait des rencontres avant et après pour revenir sur le processus, elles nous ont dit, nous, il n'y a personne qui veut nous entendre là-dessus. Il n'y a personne qui veut nous entendre sur notre deuil. On est comme... on est mis à l'écart. On n'a pas d'espace pour faire entendre ces affects-là. Donc, on veut aller droit au but. Nous, on veut entendre parler. C'est avec ça qu'on vit. Donc, là, on s'est dit, oh, OK, faut qu'on se resitue. Puis, il faut qu'on adapte notre approche. Puis, je vais terminer là-dessus pour qu'on ait le temps d'en parler. Ça revient à la question, dont Catherine parlait, de la question de l'autorité puis du cadre. C'est-à-dire que il y a tout un... C'est encore là, je pense que ça rejoint ce que vous faites aussi. C'est pas unique à la co-création littéraire. C'est qu'il y a un équilibre à trouver entre ce travail-là de co-construction, parce que là, c'est pas strictement la co-création, mais c'est-à-dire de définir ensemble ce qu'on fait, parce que là, c'est ça qu'on fait avec ce groupe de mères, c'est de dire, OK, à quoi ça va ressembler ces ateliers-là? On le définit ensemble, on l'adapte avec la discussion. Donc, il y a un aspect vraiment de co-créer ce projet-là ensemble, de co-créer ce que va être notre méthode, finalement, mais d'équilibrer ça entre cette collaboration et ce qu'on peut apporter
d'un savoir ou d'un cadre aussi. Tu sais, avec Catherine, on parle beaucoup de ce que c'est le cadre. Pourquoi est-ce que les gens viennent travailler avec des universitaires pour écrire? Il y en a des ateliers ailleurs. Pourquoi est-ce que, puis encore là, ça rejoint votre question, je pense, c'est qu'est-ce que l'université a à offrir à différentes communautés à l'extérieur de l'université? Nous, on réfléchit beaucoup à ça avec Catherine en ce moment. C'est est-ce qu'il n'y a pas un cadre euh, où justement le lien se définit d'une façon particulière? Qu'est-ce que c'est le savoir qu'on vient contribuer? Il y a la question de la défamiliarisation, d'offrir un autre rapport à la langue, d'offrir un autre rapport à des textes, leur permettre un espace qui est peut-être pas tout à fait en dehors du social, mais qui est un espace un peu protégé finalement là, des conventions habituelles dans lesquelles on vit. Mais donc, il y a quelque chose à protéger aussi, de dire, ben ça revient à la question, puis je pense qu'on peut ouvrir là-dessus la discussion. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois être dans une dynamique qui peut être dans une certaine mutualité, où on accueille l'expérience puis le savoir propre qui nous est amené de ces personnes-là avec qui on travaille, tout en essayant de dire, ben qu'est-ce que nous, on peut assurer aussi comme structure ou qu'est-ce qu'on peut apporter en croyant qu'on a quand même quelque chose à leur apprendre aussi d'un certain savoir qui ne serait pas une maîtrise rigide, mais qui serait, ben, on pense que, nous, dans notre cas, c'est la littérature, mais on pense que on a quelque chose à vous apporter, on a peut-être quelque chose à vous transmettre, il y a quelque chose d'une forme d'autorité à maintenir aussi, tu sais, ou à réfléchir. Donc, peut-être que je vous laisse, j'arrête de parler, puis on passe... Un grand merci, Clara et Catherine, d'avoir exposé le travail que vous avez fait, d'avoir exposé les perspectives aussi que vous amenez. Sont fascinantes. Janie et moi, on correspondait en privé en disant, waouh, c'est vraiment fascinant, complètement emballant de vous entendre. C'est rafraîchissant, c'est déstructurant, ça nous défamiliarise aussi avec des mots qu'on utilise un peu de manière instinctive, sans réfléchir à tout leur sens, leur portée. Euh, on va ouvrir la discussion. Je suis certain que tout le monde a beaucoup de questions, commentaires. Moi, j'en ai beaucoup. Et on va permettre à notre groupe d'interagir avec vous, puis de profiter de l'occasion très rare qu'on a aussi d'être exposé davantage à la contribution des arts, à, à des éléments peut-être moins artistiques de notre société, les soins, le monde du travail. On, on veut toujours mettre tout en silo dans nos sociétés, y compris les arts, et de les décloisonner, ça fait énormément partie de l'ADN du récit aussi. Donc, je pense qu'on très enrichissant. Corentin, oui, 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 bonjour. merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour Eric, bonjour Jenny, bonjour tout le monde. J'ai vraiment beaucoup aimé votre présentation. Moi, pour un peu de contexte, je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche du CHUM. J'ai été formé en psychologie et je m'intéresse à l'expérience humaine des personnes qui reçoivent un diagnostic de santé. Je travaille en oncologie en ce moment. Euh, Puis de plus en plus, à travers ma recherche qualitative, ben, je penche vers quelque chose de plus créatif, de plus littéraire, qui pousse un petit peu les limites, pas les limites, mais plus les traditions méthodologiques et épistémiques. Puis là, aujourd'hui, quand j'ai vu votre présentation, je suis il faut absolument que j'aille voir ça. Puis je me questionne beaucoup, vous avez parlé de tout ce qui est plus l'impact sur les personnes qui participent à ce processus de co-création, etc. Ma question va peut-être être un peu loin pour votre domaine, mais je me demandais si vous pourriez parler un petit peu des façons de mobiliser les savoirs qui sont créés à travers ces ateliers ou à travers d'autres projets. Je sais que vous travaillez avec des médecins, milieu hospitalier. J'ai l'impression que comme vous avez un énorme potentiel de partager, mobiliser les savoirs qui sont créés à travers votre processus littéraire auprès de différentes audiences. Fait que, je sais pas, je me demandais si vous pourriez en parler un petit peu. Ben, d'abord, Corentin, on va vous donner les dates pour le prochain atelier ou les prochains. Vous venez quand vous voulez, vous allez voir comment on travaille, si ça peut, et puis si vous avez besoin, on peut discuter aussi de voir qu'est-ce qui serait adaptable pour vous, parce que comme le disait Clara, à chaque fois,
euh, on adapte, hein. Nous, c'est vraiment, on n'a pas une méthodologie de savoir d'abord en littérature, puis encore moins de la façon dont on le fait là. Je pense que c'est beaucoup plus déstabilisant, la création que l'analyse littéraire classique. Mais vous voulez savoir comment on travaille avec d'autres savoirs, c'est ça? Quels sont les autres savoirs? Non, je me demandais les sortes de savoirs qui sont créés à travers vos différents projets, à travers votre création littéraire. Vous les postez sur le site de l'Organon, etc. Mais je me demandais, est-ce que vous avez d'autres stratégies de partager ces savoirs-là, peut-être aux professionnels de la santé, pour montrer quelle est l'expérience humaine qui se passe à travers ces textes-là, de montrer une façon différente un petit peu, en tout cas. Mais, alors, on va se plaindre, d'accord? Je vais commencer, je vais vous plaindre. C'est là où, bon, la semaine prochaine, je suis invitée à aller faire un petit vidéo pour les gens en médecine, pour qu'ils voient ce qu'on fait. Mais ce dont on a l'impression, puis je vais juste me plaindre, puis j'espère que ça va changer. Vous comprenez? C'est pas parce que, mais puis Clara, tu me diras si tu as la même impression. Mais j'ai l'impression que il y a pas beaucoup. Oui, il y a un retour qui existe dans les subventions, tu sais, c'est-à-dire on va faire l'impact de la littérature dans le soin, etc., avec des méthodes qualitatives, etc. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'inscription des arts ou des sciences humaines dans le cursus de ceux qui sont en train de se former en médecine. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un impact. Alors, je pense que c'est en train de vouloir changer. Et je pense que les jeunes en ce moment veulent que ça change. Et on a travaillé en France aussi avec Isabelle Galichon qui est à Bordeaux, qui fait un très beau travail là-dessus, qui essaie de donner des cours de littérature aux étudiants en médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un... Mais je dois vous avouer je vais le dire d'une façon méchante, mais on a plus été transformés, nous, qu'on a eu l'impression de changer les gens du milieu de la médecine. Et c'est là où je me dis, d'accord, je suis une bonne fille, je suis moins bonne que les médecins, moi, je cherche pas à grand-chose dans la société, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de réciprocité. Je sais pas si c'est votre question. Puis, bon, on espère que ça change et on espère qu'il y aura de... Mais je crois que ça va venir avec les nouvelles générations. C'est ce que je pense. Lara, peut-être... Ben, j'ajouterais, je ne veux pas trop prendre de temps, mais c'est une bonne question, puis je vous en remercie, Corentin. Je pense que, tu sais, concrètement, nous, on a vous avez un regroupement stratégique, là. Nous, à l'atelier, c'est une subvention de soutien aux équipes de recherche. Donc, idéalement, on essaie de créer des infrastructures qui permettent justement cette circulation de ces savoirs-là qu'on développe. Donc, on a des cercles de lecture communs, on a des colloques, on a des activités scientifiques communes et, bon, on va à des écoles d'été, bon, des choses comme ça. Donc, il y a des lieux, mais après ça, c'est parce que, ben, je veux pas être trop cynique, mais c'est beaucoup des lieux où les médecins doivent nous mettre dans leur subvention aussi parce que c'est comme... Donc, oui, on vous invite et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un changement d'approche? Tu sais, ce qu'on fait aussi, ça demande du temps. Puis ça, dans tous les domaines, on a fait des interventions, Catherine et moi, en architecture, par exemple, dans des projets où ils se questionnaient sur nos méthodes. Puis c'est comme la recherche-création, la co-création, ça prend du temps. Il faut être là avec les gens. Et ça, c'est la résistance principale, je pense. Oui, se questionner sur ces méthodes, mais aussi d'être prêt à mettre le temps, puis d'être prêt à mettre le temps aussi pour se laisser défaire un peu, justement, se laisser déstructurer. Il y a de la résistance. Je pense que chez les jeunes, il y a plus de désir, mais ouais, espérons que ça... Je vois que Maude... Oui, j'imagine que vous connaissez, sinon, Maud, prière de vous introduire parce que je pense qu'il y a des atomes crochus. Oui, Maude Gendron-Langevin, professeure à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM, donc à la Faculté des arts. Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, de vous rencontrer, de mettre des visages sur des noms. C'est absolument fascinant et extraordinaire d'entendre, de vous entendre décrire votre travail. J'ai noté plein de verbatim, là, de phrases qui sont comme des perles de la musique à mes oreilles. Je sais pas par où commencer, là, mais on dirait que je
ferais du pouce un peu sur vos réponses à la question de Corentin, parce que c'est tellement intéressant, puis tout ce que vous avez nommé sur les enjeux de pouvoir, les hiérarchies qui sont sous-jacentes. C'est quand même un médecin qui est venu vous chercher, donc elle a un intérêt, elle a une ouverture, elle voit un potentiel, elle vous invite à entrer dans ce lieu qui est inaccessible sinon, que de mettre des œuvres sur des murs s'il y a un commissaire qui veut bien s'en charger puis qu'il y a des sous quelque part dans une subvention. Mais donc, tu sais, en cela, moi, j'entends de plus en plus d'initiatives comme ça, des médecins, des psychiatres, des intervenants qui s'ouvrent à ces pratiques-là. Mais c'est vrai que c'est comme, c'est dans un local à part, c'est à une plage horaire X, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est pas très diffusé, et c'est vous avec les patients. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça change pour les patients. Il y a peu d'analyses à d'autres niveaux, au niveau organisationnel, au niveau structurel, institutionnel. Ça serait intéressant, tu sais, de aussi voir comment ça transforme les structures, parce que peut-être que ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça les transforme très peu. Tu sais, que c'est très petit et restreint. Et donc là, ça peut faire émerger de nouvelles questions. Alors, comment faire pour que ça se décloisonne, que ça vive entre les murs? Puis je trouve ça très humble, puis en même temps choquant, puis en même temps questionnant. Puis je me demande comment les médecins entendraient votre discours à l'effet qu'il y a ces hiérarchies-là. Qu'est-ce que ça remuerait en eux, en elles? Comment ils se positionneraient par rapport à ça? Pour connaître des médecins puis avoir fait des recherches interdisciplinaires avec des médecins, c'est quand ils s'ouvrent à travailler avec des artistes, c'est parce qu'ils ont une ouverture. Fait que ça les choque quand on leur dit oui, mais même si t'es ouverte, t'es là, puis moi je suis là. Puis entre les deux, il y a la psychologue. Fait que la psychologue est choquée parce que comme ah ouais, c'est vrai, je suis au-dessus des arts, mais je suis en dessous de la médecine. Fait que ces enjeux-là sont. Il y a quelque chose, je trouve, qui est comme il y a comme une espèce d'horizontalité quand on regarde qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous fait entre nous en relation, mais on n'a pas la verticalité de la structure. Fait que ça, je sais pas. C'est comme une question-réponse, réflexion en même temps. J'aime beaucoup votre question. Qu'est-ce que l'université a apporté? Quand vous avez nommé, je pense avec Clara, il y a des ateliers d'écriture qui se donnent. Il y a plein d'artistes qui veulent vivre aussi à travers ça. Mais c'est quoi la particularité d'inviter des chercheurs, chercheuses universitaires? Fait que je vais être curieuse de vous lire là-dessus ou si vous écrivez pour répondre un peu à cette question-là. Parce que c'est une question, je trouve, très pertinente là, pour toutes les personnes universitaires qui s'engagent dans des projets de co-création, collaboration avec les communautés, qui est quand même la signature de l'UQAM aussi, en particulier. Éric, tu es à l'Université de Montréal, mais on a les services aux collectivités, on a des pôles de recherche partenariale, on a le service de soutien aux partenariats en recherche. C'est vraiment une de nos signatures UQAM. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas si c'est des réactions de nos conférencières et ou d'autres questions. Réactions. Est-ce que la conférence évoque en vous? Oui, Catherine? Non, mais merci, Maud. Vous avez tout à fait raison. On ne sait pas s'il y a une possibilité de changer les structures, c'est sûr. Mais bon, en littérature, comme on n'a pas beaucoup d'ambition au départ, ça va. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être dans un petit monde, alors ça va. Mais vous voyez ce que je veux dire? On change le monde une pierre à la fois, nous. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très frustrant parce qu'on a l'impression qu'il y aurait les moyens et qu'on les prend. Oui, mais je vais le dire quand même. Je pense que le FRQSC, en forçant, je sais qu'il y a eu des programmes qui demandaient beaucoup aux arts d'être présents dans les demandes de subventions de certains médecins, puisqu'on m'a demandé. Il y a aussi l'université qui travaille à la recherche-création, qui est obligée d'avoir des programmes. Bien sûr, des fois, c'est très cosmétique. Des fois, c'est juste pour qu'on soit là. Mais les étudiants et les étudiantes, ils et elles sont très réceptifs à tout ça. Et je pense que les choses vont changer avec le temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et merci de votre... Merci. Et là, on est à court de temps. On a 3 mains levées. Est-ce qu'on peut peut-être
rapidement vous entendre, Guylaine, Mireille aussi, qui est artiste, et Audrey. Euh, Rapidement, peut-être dire quelques mots, mais on pourra peut-être pas aller au fond de la discussion. Peut-être vos témoignages, vos réactions, Guylaine. En fait, c'est un peu comme Maud, c'est des perles. Je pense que toute l'idée de faire l'épreuve de l'autre qui va recevoir ce que moi je propose avec mes intentions, mais ça va être lu, je sais pas trop comment. L'autre aspect que je voulais vous remercier pour votre conférence, parce que moi j'en prépare une bientôt sur la participation des aînés à la recherche co-créative. Alors je trouvais ça intéressant parce que vous soulevez l'idée, dans ce que vous dites, moi dans une autre vie, j'étais en travail social comme prof à l'UDM, toujours en recherche participative. Et quand je vous écoutais tantôt dire, oui, mais il y a quand même des autorités dans l'égalité, est-ce qu'il y a quand même, c'est quoi ces rapports-là? J'ai l'impression que vous reconnaissez, peut-être à cause du milieu d'où vous venez, quelque chose qui crée souvent un malaise chez les chercheurs et qui, à la limite, si c'est pas nommé qu'on n'est pas vraiment en position d'égalité autant qu'on le dit, ben ça finit par des formes d'hypocrisie parfois. Là, je dis ça très vite parce que Eric a dit il reste peu de temps, mais je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Alors, merci Hmm. infiniment. Oui, très vrai. Mireille, maintenant. Bien, merci Catherine, merci Clara pour très intéressant. Moi, en fait, ce qui me venait, puis bon, je suis entre autres artiste, mais je suis aussi bon patiente, père chercheur, tout ça. Et ce que je me demandais dans les projets que j'ai faits, entre autres au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale, tu sais, vous parliez de la structure, de la verticalité. Puis nous, on a créé le CISR, Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Nous, on est plus ça. Et on essaie de faire de la co-création vraiment en horizontalité, mais quand même, on est inscrit dans une structure qui s'appelle l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, parce que c'est un des partenaires, puis l'Université du Québec à Trois. Donc, je me demandais, c'est ça l'enjeu de comment créer des milieux co-créatifs avec une certaine égalité ou parité, ou je ne sais pas comment le nommer, mais en tout cas, qu'on soit plus on the tap plutôt que top-down. Euh, tu sais, pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été un enjeu depuis que je m'implique là, en santé mentale, entre autres. If you can fight them, join them. Fait que j'ai essayé d'être un peu un cheval de Troie, mais j'ai vu qu'il y avait des limites des fois. Puis que c'est comme en rétablissement, il dit si on veut vraiment penser rétablissement, il faut tout changer, il faut que toute la structure pense rétablissement. Fait que c'est pour ça que la co-création, nous autres, dans votre milieu ou d'autres milieux, euh, on se frappe souvent à ces obstacles-là, je me rends compte. Tu sais. Puis mais ceci dit, je pense que vous réussissez à faire un beau travail, puis ça a des impacts sur les gens pour leur santé physique et psychique et mentale, je suis certaine. Puis parce que je crois à ça, à la littérature. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre Ouais, conscience. ça nous a fait beaucoup réfléchir. C'est ça. Un grand merci encore. Je profite des derniers moments juste pour annoncer les prochaines activités du récit. Le 18 février, il y a le lancement de la communauté d'apprentissage Récit. 13 mars, un prochain séminaire, Paula Cruz de l'organisme Parole d'Exclus, que beaucoup de gens connaissent dans le groupe aussi. Et un dialogue citoyen en collaboration avec le CRIUJUM le 18 mars. Ça va impliquer la recherche co-créative et les personnes aînées. Et on est aussi, Maud, peut-être tu veux dire un mot, en train de travailler avec Clara et l'équipe de Catherine sur un atelier, en fait, une démarche de co-création. Maud, est-ce que tu veux dire un mot? Je ne sais pas si les dates, je sais que tu m'as consulté cette semaine. Oui, c'est ça, c'est tout. Vous avez Pas ça de en primeur. problème. Ça vient Oui. tout juste de commencer à s'organiser. Donc, ce serait le 31 mars prochain, un mardi, en après-midi. Donc, effectivement, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, peut-être un peu faire une expérience un peu plus concrète de certaines choses dont on a parlé aujourd'hui avec un atelier d'écriture et de discussion sur la co-création qui va être donné justement par l'équipe à l'atelier avec Clara. Donc, ça devrait être super intéressant. On va vous envoyer les détails à tous les membres du récit sous peu. Merci Grand beaucoup. merci. Bon, ben à Et, bientôt alors. oui, À Merci. bientôt. Merci de votre merci. accueil. Merci À très beaucoup, bientôt. hein. Salut. Bonne Merci. fin de journée. Bon Bonne fin de après-midi. journée.